juste le temps que je trouve mes slides. Là, ça a disparu ici aussi. Alors déjà, merci pour l'accueil, Lorraine. C'est assez émouvant parce qu'il y a presque 2 ans, quand on a commencé à essayer d'innover sur ces questions des personnes à la rue, en fait, on l'a fait ici. Après quoi, il y avait Mathilde Pousse, Arthur, enfin les gens de Paris Solidaire, Lorraine était déjà là. Et on a expérimenté fin 2014 déjà un certain nombre de petites idées dans lesquelles on s'est dit qu'on pourrait peut-être changer le jeu, changer l'angle d'attaque sur ces problèmes-là. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir venir en parler un petit peu ici du coup, parce qu'on a pas mal bossé de notre côté depuis ses débuts en fin 2014. Je vais commencer par une petite histoire, je suis désolé pour ce storytelling, mais ça vous mettra comprendre directement ce qui se passe. En 2012, j'étais le patron des opérations d'un réseau social Viadeo, qui est à Paris dans le 9e, et en allant travailler le matin, en marchant 10 minutes sur le trottoir, je croise 5, 6, 7 personnes sans abri, qui dorment là, qui vivent là. Et je fais connaissance avec elles. Donc, comme j'ai pas d'amis, et puis le matin, de toute façon, on travaille, je prends mon temps, j'aime bien flâner, on discute. Ils connaissent mon nom, je connais leur nom. Voilà. Alors, parfois, c'est compliqué de discuter. Il y a une femme moldave qui parle pas un mot de moldave, de français, et moi en moldave, c'est pas terrible. Donc, je fais la bise le matin. Je dis, voilà, t'existes. Et puis, les Polonais, on essaye de parler en anglais, etc. Et un jour, c'est peut-être 6 mois après cette histoire, à force d'avoir fait connaissance avec eux, au début de l'hiver 2012, je tombe sur un des gars que je connaissais bien, qui est toujours la patate. Il dormait là sur sa plaque chauffante, là. Et ce matin, il pleurait. Il était visiblement très désespéré. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Et il me dit, regarde, il avait toutes les dents cassées. Donc c'était pas beau à voir. Il s'était fait agresser assez violemment pendant la nuit. La rue est très violente. Hein. On parlait tout à l'heure les femmes violées, les hommes battus, détroussés, etc. Les gars, ils leur piquaient leur RSA. C'est pas de belle histoire. Toujours est-il que donc, cet homme pleurait en disant qu'est-ce que je vais devenir si je peux même pas manger mon sandwich. C'est-à-dire qu'en gros, il était dans la rue, c'était pas grave, en apparence. Il n'y avait rien, c'était pas grave, il n'y avait pas tellement de futur, c'était pas grave. Mais là, tout d'un coup, il disait mais si je peux même pas manger, je m'en sors comment? Et là, je lui dis, on va tout de suite appeler les services d'urgence, parce que c'est grave, là. Il refuse. Il faut savoir que c'est de plus en plus, ou alors je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais si c'est une constante, il y a très souvent un refus de ces aides, de ces gens qui vont venir. Voilà, pour un certain nombre de raisons qu'on va développer à côté, mais donc ils refusent que j'appelle les urgences. Et du coup, c'est devenu mon problème. Je ne peux pas lui dire, écoute, j'ai été sympa avec toi pendant 6 mois, là, tout allait bien, maintenant, tu me prends, j'ai un job, j'ai un boulot important, et puis je suis en retard pour ma rue. Donc comment on fait pour aider une personne sans abri dans la rue, qui n'a plus de dents et qui pleure? Et le réflexe a été d'utiliser mon téléphone, en disant, Twitter, est-ce que tu connais un dentiste dans le 9e qui accepterait aujourd'hui de venir en urgence? Je vous la fais courte, mais il y a une chaîne de solidarité qui s'est établie, puis j'ai réussi à l'emmener. Alors, j'arrive à convaincre la dentiste, difficilement. Je vais revoir ce gars-là et il me dit ouais mais non mais il n'osait pas y aller. Là ça aurait été bien si on avait pu être 2 ou 3 à venir ici. C'est important que tu y ailles. Arrivé chez la dentiste, elle propose de le soigner gratuitement, de faire une opération gratuitement, il fallait retirer les moignons de dents qui restaient, mettre des prothèses, tout ça gratuit, vraiment on a été touché par le gars. Et là elle se tourne vers moi et dit mais c'est le début de l'hiver, si je l'opère, il ne faut pas l'emmener dans la rue. Il faut qu'il aille dans un hébergement, etc. Comment on fait pour trouver un hébergement d'urgence? Donc téléphone. Donc j'ai appelé des gens que je connaissais dans le secteur, associatif, qui me disent bah non mais appelle un tel. Le un tel il dit ouais mais moi je fais l'hébergement pour SDF, mais à Lyon appelle machin, enfin bon bref. Et j'échoue. Et j'ai eu plein d'histoires comme ça pendant 2 ans, entre 2012 et 2014, où des cas assez différents. C'est cette femme moldave dont je parlais tout à l'heure, une dame me voit lui faire la bise, elle me rattrape en machin, elle dit vous la connaissez? Je dis bah voilà son pseudo qu'elle m'a donné parce que c'est rarement un nom qu'on a. Et elle est moldave, c'est tout ce que je sais d'elle. Mais il faut absolument faire quelque chose. Cette femme, c'est une femme battue. Effectivement, de temps en temps, passant le matin, on voit que quelqu'un s'est acharné sur elle. Et en tant qu'écrivain, on ne sait pas trop quoi faire. Etc. Un type qui se fait voler son sac. J'arrête là le storytelling pour vous dire, voilà, on a rencontré Martin Hirsch sur le projet, qui connaît bien le sujet, qui explique d'ailleurs dans son livre, en France, on a des mécanismes de redistribution qui fonctionnent à plein, on a des organisations qui sont belles, qui sont utiles, qui travaillent tous les jours, et je veux dire, il y a énormément d'efforts et d'énergie qui sont mis dans ce domaine.
Et pourtant, le lien avec la société pour ces gens-là est rompu en général. D'ailleurs, les caractérise un petit peu. Hein. Donc, les lieux communs de travail, de logement, etc. n'existent plus. Il y a un nombre de dispositifs médicaux et sociaux qui fonctionnent à plein. Hein, les associations d'intervention d'urgence, d'intervention sociale, le SAMU social à Paris, mais tous les SAMU sociaux en France qui sont souvent gérés par la Croix-Rouge ou par d'autres organismes, hein, mais qui font ce travail-là. Chacun répond soit à l'urgence, soit à la réinsertion avec un grand nombre de travailleurs sociaux, médicaux, etc. Et en fait, ce qui manque à ces personnes, et ça va être le sens de mon intervention ici, c'est le lien, la relation, la considération, l'attention. J'ai pas le temps de vous montrer une petite vidéo que j'ai pu faire avec des personnes SDF avec lesquelles on a travaillé. Ici, si, mais attends, il faut que je trouve dans mon disque, ça va peut-être mettre 3 quarts d'heure, mais je veux. Et en plus, je suis pas sûr d'avoir le droit de les montrer. Mais le Kader, qui nous dit, moi tous les matins je vais acheter mon journal chez le kiosquier parce que moi j'ai un bon jour. Cyril, dont j'ai la vidéo dans le PC, mais je ne la montrerai pas parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation. Cyril est assez touchant quand il témoigne, il dit, moi je vois passer 3000 personnes tous les jours devant moi, il y en a 2 qui me disent bonjour. C'est dur à entendre, hein, pour nous. Quel regard on porte sur ces personnes, chacun personnellement. Pierrot, dont j'ai aussi la vidéo, je ne vous montrerai pas. Et Pierrot, il est maintenant dans un logement dans l'insertion dans le 15e, donc ça c'est cool, mais à l'époque il était dans la rue encore. Et Pierrot dit, moi, un bonjour ça vaut 100 sandwichs. Il compte en sandwich. Et en réalité, je me suis rendu compte que dans la petite histoire que je vous ai racontée au début, en réalité, il y a tout le dispositif pour se soigner, pour aller au CHAPSA à Nanterre, des centres de soins. Donc tous ces dispositifs existent. Donc la morale de la petite histoire que je vous ai racontée, c'est que, et je ne me rendais pas compte en le faisant, la valeur ici c'est la relation. C'est-à-dire, en général je suis dans la rue, c'est des histoires lourdes, anciennes, on a vu ça peut venir de conditions sociales, c'est souvent c'est multifactoriel, problèmes de violence, d'inceste, de famille, de logement perdu, de job, de santé, tout ça, ça s'accumule bien souvent, c'est des histoires compliquées. Ils ont plusieurs fois déjà essayé de s'en sortir, ils ne sont pas parvenus, ils sont restés 4 mois en hébergement, ils sont retournés à la rue, ne croient plus en eux-mêmes du tout. Et en plus, ça c'est la double peine, personne n'en parle. Et en fait c'est terrible, parce que c'est hyper déshumanisant. Pourquoi je me lèverais pour essayer d'aller m'en sortir et me battre si j'existe pas, si j'ai pas de prénom, si personne me dit bonjour? C'est terrible. Et du coup, on a créé cette association qui s'appelle Entourage, dont je parlais tout à l'heure, on a commencé à expérimenter avec certains étudiants ici à Sciences Po, mais d'autres aussi. La vision d'Entourage, c'est de dire que les personnes qui vivent dans la rue ont besoin d'être entourées par des personnes bienveillantes, sensibilisées à leur isolement, proches d'elles, et quelque part munies des bons outils pour tisser un lien avec elles. Voilà. Donc en fait, notre but, c'est de casser cette spirale de l'isolement et de dire que ça va contribuer à la restauration de la personne, parce que l'homme, l'être humain, est un être de relation, et vous comme moi, on a un réseau de relations qu'on active toute la journée, et c'est une partie de notre capital. On n'a pas qu'un capital en argent, on a aussi un capital de relations sociales, et la différence entre le riche et le pauvre, c'est cette absence de capital de relations aussi, c'est pas qu'un capital d'argent, c'est pour Dieu qui dit ça, j'ai bien mémorisé son nom. Et du coup, comment réussir sur ce problème-là, à reconnecter la rue avec ses riverains, si on dit que c'est ça le problème? C'est-à-dire que chez Entourage, on va s'attacher en fait à résoudre ce qui se passe dans la tête des riverains, les peurs, les préjugés, le manque de savoir-faire, le manque de savoir-être, même la conscience tout simplement que ce problème est réel. On a tous en tête qu'il a besoin de 2 euros, alors qu'en fait, ou d'un sandwich, alors qu'en fait il a d'abord besoin que je le considère comme existant, comme étant une personne humaine. Donc comment on fait ça? L'idée c'est de créer le premier réseau collaboratif sur smartphone, parce qu'on est tous à peu près équipés de ces outils-là aujourd'hui, pour collaborativement venir en relation avec eux. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc si ça marche, je vais quand même vous montrer cette vidéo, là j'ai le droit de la montrer, je pense que celle-là. Ça ne marche pas. Si, parce qu'elle était internet. Je pensais qu'elle était embarquée dans la presse, donc non, je vais la trouver rapidos. Tu sais où il est sur le drive parce qu'il a changé.
toujours là. Ça fait 10 jours qu'il a les mêmes fringues. J'aurais aimé parler un peu. Vous voyez pas, c'est ça, mais moi je vois. Vous voulez voir? Vous voulez vraiment voir? La technologie, c'est bien. Tiens, c'est elle qui est toujours là. Ça fait 10 jours qu'il a les mêmes fringues. J'aurais aimé parler un peu. C'est trop nul, je sais même pas quoi lui dire. J'ai des vêtements légumes, mais je sais pas comment l'aborder. Si je lui fais un sourire, il va penser que j'ai pissé lui. Que je le drague. Pascal ne sait pas qu'au fond de vous, vous aimeriez lui parler. Et que vous, il ne sait pas non plus qu'autour de lui, il y a des professionnels de santé, des bénévoles et de simples particuliers, tous engagés dans un réseau solidaire, le réseau Entourage. L'application Entourage est là pour vous aider à franchir le pas et à échanger avec les personnes de la rue. Ainsi, vous jouez un rôle majeur en mettant en contact les personnes bienveillantes du réseau et celles et ceux qui, comme Pascal, sont pris dans la spirale de leur isolement. Cela vous donnera l'occasion de faire le premier pas, d'engager la conversation, de partager un moment, lui faire soigner son mal de dents, mettre ses bagages en sécurité ou tout simplement lui permettre de profiter d'un repas chaud. Avec l'application Entourage, vous savez que tout passe et les personnes de la rue ne le sont pas non plus. Vous avez compris, en tout cas, ce petit teasing sur Entourage et ce qu'on cherche à faire. Alors, je ne me suis pas vraiment présenté tout à l'heure. Moi, je viens du monde de l'innovation technologique, donc ça fait pendant une quinzaine d'années qu'on a disrupté pas mal de business et de marché dans le secteur de la nouvelle technologie, depuis les transports, les taxis, vous avez vu récemment les hôtels, la communication, etc. J'ai participé à l'histoire, à quel coup on a disrupté un peu le commerce à l'époque. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça me permet d'avoir un super réseau dans ce qu'on appelle la French Tech. Et la French Tech, depuis 20 ans, qui a fait tout ce travail pour aller gagner de l'argent dans le domaine du business, n'a pas encore utilisé ces techniques d'innovation pour venir voir si on pouvait faire de l'innovation sociale. Parce évidemment, il n'y a pas d'argent à gagner là-dedans, donc en fait, on s'y est plus intéressé collectivement. Et l'idée, c'est de dire, on pourrait utiliser ces techniques, ces technologies et cette façon de penser pour voir si on peut, si pas discuter, en tout cas vraiment amener une innovation sociale en utilisant les principes d'économie partagée, collaborative, les commons, tous ces concepts-là un petit peu novateurs dans ce nouveau siècle qu'on est en train de construire, dans lequel le capital compte moins que finalement les usages, les services ou le partage qu'on peut en faire. Donc l'idée c'est ça, et du coup la grande chance que j'ai eue c'est que très vite on a été entouré par plein de sociétés qui sont venues nous aider à construire Entourage, Octotechnologie, TVWA, donc pas mal de structures, pour dire on pourrait inventer une technologie positive qui serait une technologie qui rapprocherait les gens. Les réseaux sociaux aujourd'hui, vous partez de vraies relations et vous abstrayez dans des choses un peu virtuelles, avec des faux amis, une fausse vie, etc. Là, l'idée d'Entourage, c'est de dire est-ce que je peux prendre des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui ont comme point commun d'habiter dans le même quartier, ou partager les mêmes lieux géographiques, et d'avoir la même passion pour l'autre, pour aider son prochain client. Et ces gens-là, on les met en relation autour d'une action ensemble, qui est on rentre en relation avec cette personne sans abri qu'on voit tous les jours, et on fait des trucs avec elle, on l'emmène au cinéma, on prend un café ensemble, éventuellement on l'aide sur une démarche, on lui redonne un peu de courage, et peut-être quelque part on l'incite à retourner dans ses centres, d'aller voir les travailleurs sociaux, etc. Donc on s'est vraiment trouvé entouré de à la fois pas mal de sociétés, des fondations qui sont venues nous aider aussi, donc ça c'était sur 2015. Et on s'est dit comment on peut réussir pour ça, si on crée ce réseau riverain de personnes un peu des villes qui viennent en lien avec les personnes sans abri. La première brique du réseau, c'est d'avoir d'abord les professionnels, d'avoir d'abord les associations, les bénévoles qui font des maraudes, depuis le SAMU social jusqu'aux assos étudiantes de Sciences Po, en passant par les associations professionnelles ou semi-professionnelles, donc il y a toute une variété de personnes qui sont engagées au service des personnes sans abri,
parfois en posant plus de problèmes qu'ils n'en résolvent d'ailleurs, mais bon. Et d'embarquer tout ce monde-là dans une première étape du réseau, de sorte que quand on ouvre au grand public, il y ait déjà tout le tissu associatif de gens qui connaissent le sujet. Et du coup, en 2015, on a développé la première version, la première étape du réseau, qu'on appelle Open Maraude ou Entourage Pro, qui n'est pas un très bon mot, dans lequel c'est une appli mobile, donc on expérimente maintenant depuis fin septembre, d'abord dans 2 villes. Donc c'est une appli qui permet essentiellement aux maraudeurs de se géolocaliser sur une carte, de faire des comptes rendus avec une dictée vocale pour le compte rendu, de communiquer entre eux, d'avoir des outils de coordination, de communication depuis la base, les centres qui coordonnent les maraudes vers les maraudeurs de terrain, pour passer des messages, des choses comme ça. Donc on a démarré fin septembre avec 2 villes, Paris et Grenoble, SAMU social à Grenoble, et puis à Paris on avait les captifs et Antigel, une petite équipe dans le On a maintenant étendu le dispositif de test, on a lancé la version et Android et iPhone, ce qui nous permet de toucher tout type de maraudeurs, sauf les BlackBerry. Maintenant on a une quinzaine d'associations qui a rejoint le réseau dans 6 villes, Toulouse, Rennes, Caen, il y a Lille, Jean-de-Bim, on a des demandes de Montréal également. Et ça va se déployer tranquillement pendant environ les 3 prochains mois. Et on démarrera des fonctionnalités avec le grand public début avril pour vraiment faire un lancement du réseau fin juin. Voilà. Parmi nos valeurs, on a cette notion que l'humanité, finalement, c'est ce qui se passe dans notre proximité. C'est-à-dire qu'on est tous responsables et que chacun, par un geste simple, on peut changer les choses collectivement si chacun fait ce geste. Donc on est à la fois hyper humble en disant on va pas révolutionner, on va pas sortir les gens de la rue grâce au public, on va pas ubériser le secteur associatif parce que c'est pas, jamais les riverains n'auront la compétence de ce que font les professionnels ou les travailleurs sociaux. Par contre, on dit que c'est important que ce qui se passe dans cette proximité, que les riverains s'emparent du sujet de ces personnes qui sont exclues, isolées et laissées pour compte sur les trottoirs, et au moins recréer un tissu de relations autour d'elles, voilà, ce qui leur fera du bien, y compris dans un processus de réinsertion. Donc proximité égale humanité, hein, ça fait partie de nos valeurs. Le prix en tête sur la voie, on n'est pas en train d'organiser un réseau de distribution de sandwich ou de couverture par téléphone mobile. Et cette notion de technologie positive qui rassemble des gens vers la vraie vie, vers aller se serrer la main et bonjour comment tu t'appelles, et qui s'efface au moment de la vraie relation. Voilà, j'ai un petit appel à faire et après je passerai la parole et puis on pourra répondre aux questions. Alors avant peut-être de faire ce petit appel, juste un petit point quand même qui me semble important. Entourage, c'est pas un réseau d'aide. C'est pas les bien portants, les gens qui ont un logement, les gens qui sont riches, les gens qui vont bien, qui vont aller aider, c'est pas malheureux. C'est un réseau de relations, d'égal à égal. Et dans la relation, les deux sortent grandis, les deux s'humanisent par la relation. C'est important parce que, et vous ferez l'expérience, et les gens qui font des maraudes avec Paris Solidaire font cette expérience, les gens qui ont participé à l'entourage et qui vont voir des personnes sans abri font cette expérience. Quand on rentre en relation avec ces personnes qui n'ont plus rien, ça nous grandit de manière assez mystérieuse. Dans la vie de tous les jours, on a peur d'aller vers ces gens qui sont très différents de nous. En fait, quand on y va, ça fait du bien parce que quelque part on laisse tomber des peurs, des préjugés, des barrières, des choses qu'on a, et ça fait grandir. Très souvent, dans la vie de tous les jours, on a des relations sociales l'un à l'autre, un peu derrière nos masques sociaux. Voilà, j'ai tel diplôme, j'ai telle responsabilité dans la vie, j'ai tel fait d'armes dans mes activités. Et du coup, on ne parle pas vraiment de personne à personne, mais un peu de masque à masque. Et ces gens-là, très souvent, ne peuvent pas raconter ils racontent des histoires, mais ils ne peuvent pas prétendre qu'ils sont banquiers, qu'ils sont quelqu'un de... etc. Donc, pour rentrer en relation avec eux, tous vos diplômes, tout ça, ça ne sert à rien. Il reste l'homme. Et du coup, une relation vraie qui peut s'établir, même si elle est parfois difficile, sur certains problèmes psy, que certains peuvent avoir, etc. Mais il y a des choses de l'ordre d'une relation vraie qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans nos vies entre personnes bien portantes et riches. Il se passe des choses également sur le côté instant présent. C'est-à-dire qu'on vit dans la rue, et ça, toutes les personnes qui connaissent bien ces situations-là, ces gens n'ont pas d'autre choix que de vivre dans l'instant présent. Ils sont dans l'urgence de la survie de la journée en général. Ils ne peuvent pas se réfugier dans leur passé, parce qu'en général, il n'est pas glorieux, il a été effacé, ou ils essayent de l'effacer, ou de se raconter un faux passé, parce que ce passé est trop douloureux. Ils ne voient pas leur futur, ils ne sont pas non plus dans les projets futurs, comme vous et moi, avant, qu'est-ce que je ferai dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, ils vivent aujourd'hui.
Et c'est parfois déconcertant, parce que quand vous leur donnez rendez-vous pour demain, ils ne sont pas là demain. Parce que ce demain, il n'existe pas, quoi. Je vis dans le présent. Et en fait, nous, on n'est jamais dans notre présent. Et quand vous rentrez en relation avec quelqu'un, mais vraiment dans cette relation, il vous amène dans votre propre présent. C'est très étonnant, et vous reconnectez avec quelque chose de vrai de votre propre présent. Et finalement, je pense que ce qui touche le plus dans ces relations, c'est qu'à un moment donné, on réalise qu'en fait, on est comme eux, et qu'en réalité, on est tous pauvres. C'est-à-dire, être pauvre, c'est quoi? C'est être dépendant des autres, radicalement dépendant des autres. Le riche, c'est celui qui se suffit à lui-même. Donc, le pauvre, c'est celui qui est dépendant. Et eux, évidemment, sont dépendants pour tout. Parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de moyens de subvenir à leurs besoins, donc ils vont dépendre d'associations, de travailleurs sociaux, de dons, de personnes bienveillantes, etc. Donc ils sont dans cette situation de dépendance. Et aller à leur contact, ça me fait toucher mes propres pauvretés, parce que évidemment je suis pauvre comme lui. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, je suis dépendant des autres, et si je me fais croire l'inverse, en fait je vais me réhumaniser en essayant de toucher cette pauvreté-là. Et un jour, je serai sur mon lit mort, je serai malade, j'aurai un choc affectif, j'aurai quelque chose où je me rendrai compte de mes propres pauvretés. Et du coup, il y a une vraie humanisation qui se passe quand on va en relation avec ces personnes sans abri, que beaucoup constatent, qui sont dures parfois, ce sont des relations qui peuvent être difficiles. Et du coup, on pense que l'entourage en tant que réseau d'aide, réseau de relations, et non pas de réseau d'aide, peut amener véritablement une sorte de relation gagnant-gagnant pour les deux parties. Voilà, je fais un tout petit appel et j'arrête là. Soit vous êtes déjà engagé dans des équipes de maraude, à Paris Solidaire, d'autres, et à ce moment-là, je vous invite à proposer à vos associations de rejoindre le réseau entourage. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 15 associations actuellement qui participent. Là, on est vraiment en train de déployer dans toutes les villes. Donc, votre association peut s'inscrire sur asso.entourage.social. Alors, le site est tout neuf, il y a quelques jours, il y a encore plein de fautes d'orthographe et c'est pas sec. Mais vous pouvez lister votre association là. Et derrière, nous, on vous permet de participer du coup à ce qu'on appelle Open Maraude, donc ce dispositif-là. Alternativement, si vous êtes intéressé par l'expérimentation qu'on est en train de faire sur Entourage Grand Public, donc je vous l'ai dit, on va commencer à expérimenter avec nos premiers ambassadeurs début avril pour faire un lancement aux alentours du mois de juin. Nous, on est très intéressés par avoir des gens qui disent moi je suis prêt à venir jouer le jeu avec vous. Auquel cas on crée un groupe de discussion un peu privé avec nos ambassadeurs, on leur explique où on en est, on les fait participer à ce qu'on est en train de développer et ce qui va bientôt être disponible, pour avoir des premiers retours d'expérience et pouvoir ainsi construire le système, co-construire le système ensemble. Donc là c'est pareil, si ça vous intéresse de venir nous rejoindre, vous faites un petit mail à contact@entourage.social. Donc contact@entourage.social. Vous êtes devenir ambassadeur. On va probablement vraiment démarrer sans doute par quelques petites sessions d'explication et de formation physique ici sur Paris, mais très vite surtout de commencer à expérimenter avec l'appli de grand public vers avril, de sorte qu'on puisse mettre ça au point sur le deuxième trimestre et le déployer ensuite. Et je pense que ce serait une très bonne chose pour qu'au moment du lancement vraiment du réseau, on ait déjà suffisamment d'ambassadeurs et dans toutes les villes pour qu'il y ait quelque chose qui soit passé là. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté, je suis évidemment disponible pour vos questions. Ici, on dit votre bienveillance vaut parfois plus que quelques pièces. Par là, on ne veut pas dévaloriser le don, si vous avez envie. Voilà, c'est très personnel la relation qu'on peut avoir vis-à-vis du don. Hein. Mais on dit, n'oubliez pas que le temps que vous allez passer avec eux, l'attention, les 5 minutes que vous allez prendre, ça a beaucoup de valeur. Et du coup, on définit l'entourage comme étant un réseau de chaleur humaine où on se dit, finalement, ce serait bien. Et c'est là où c'est à la fois hyper ambitieux, parce qu'on dit on aimerait changer le comportement de tout le monde pour que cette espèce d'élan un peu collaboratif ou massif se crée autour des personnes sans abri par les riverains, d'amener cette chaleur humaine dont les personnes sans abri meurent de froid toute l'année en réalité. Voilà, je vous remercie. Oui. Bonjour, déjà bravo pour votre initiative positive. Je voulais juste vous demander, je n'ai pas très bien compris comment exactement l'application met pour le grand public met en relation le riverain et Donc comment ça marche la question pour le grand public? En fait on crée des entourages. Un entourage c'est un petit groupe privé de personnes qui font une action commune autour de quelqu'un. Et on met des personnes en relation dans cet entourage par à la fois une proximité et puis un mécanisme de mise en relation. Si je suis en relation avec Laszlo,
Laszlo est hongrois, il ne parle pas le français, il est devant chez moi. Et Laszlo, ça serait bien qu'il ait quelques notions de français pour se débrouiller un peu, parce que là, il est perdu, ça fait 3 ans qu'il est en France, et il ne peut rien faire parce qu'il a sa notion de français. Donc avec l'entourage, je peux dire, est-ce que quelqu'un, pas loin, parle le hongrois et serait prêt que je vienne vous présenter quelqu'un qui a besoin de son aide. Là, vous parlez hongrois, vous êtes étudiante en hongrois, vous voyez ma demande parce qu'on n'est pas loin en distance. Donc en fait, vous verrez que cette demande elle a été posée à 500 mètres de vous. Vous voyez, un peu comme dans Blablacar, vous voyez un élément d'information sur qui je suis. La réputation que je peux avoir sur le réseau, le nombre d'entourage que j'ai créé, le fait que je fais ou non partie d'une association, etc. Vous décidez de répondre à ma demande en disant ok, moi je parle le hongrois, est-ce que je peux en savoir plus? Là, vous rentrez dans cet entourage, et une fois qu'on est rentré dans l'entourage, c'est comme un WhatsApp, donc on a une espèce de synchro de discussion entre nous. Et là ensuite, et c'est là où la médiation est humaine, on va ensemble aller voir Laszlo et voir comment on peut faire pour y répondre. C'est un exemple parmi d'autres. Il peut y avoir dans le réseau des contributeurs. Je suis coiffeur, de temps en temps je proposerais bien une coupe de cheveux gratuite pour les personnes SDF. Par contre, je ne veux pas être dans un annuaire où on dit ce coiffeur-là et machin. Donc vous allez voir dans votre feed, pas loin de vous, qu'il y a un coiffeur à moins de 700 mètres qui propose de temps en temps une coupe de cheveux. Vous pouvez lui demander de rentrer dans son entourage, il vous accepte. Et là vous dites, bah, je suis avec quelqu'un, franchement ce serait bien, je vais lui proposer, est-ce que je peux venir demain? Donc en fait, c'est un mix entre Tinder et WhatsApp, dans lequel on va mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas forcément, dans le but de faire une action un peu ensemble. Et l'intérêt d'avoir le secteur associatif autour, c'est que les associations qui du coup maraudent dans ce secteur-là, elles vont voir passer les demandes en public, y compris pendant leur maraude, elles vont voir qu'autour d'elles, il y a des demandes qui ont été créées, elles pourront ou non intervenir dessus. Demander à rentrer dans la discussion, en disant attendez, là, la demande que vous faites, c'est pas une demande pour le grand public, c'est clairement il y a une possibilité pédagogique pour l'association de venir rentrer dans un entourage et de proposer quelque chose. Pareil pour le coordinateur de maraude sur un secteur. Donc ça leur donne des outils vraiment novateurs de lien entre le travail social et le riverain, qui est vraiment innovant pour le coup, parce que ce sont vraiment des mondes qui sont très cloisonnés. Donc on va apprendre, et aujourd'hui il y a des réactions très très intéressantes des assos avec qui on parle, quoi. Certaines sont enthousiastes, d'autres comprennent que là ça va changer plein de choses, quoi. Donc il faut être prudent. Alors il faut être extrêmement prudent aussi, notamment sur le problème éthique, respect de la vie privée des personnes. Il ne s'agit pas d'aller créer une base de données, une carte géolocalisée où on voit où sont les SDF, ça serait un massacre. Ça voudrait dire que, au-delà de manquer de respect pour eux et leur droit à la vie privée, ça laisserait libre cours à certains prédateurs de venir identifier où sont des personnes vulnérables et de venir les dérober, les violer, je ne sais pas quoi. Donc faire très attention à toutes les fausses bonnes idées qui apparaissent dans ce domaine. C'est-à-dire que ça paraît simple de dire tiens, je vais géolocaliser, il a besoin de chaussures, poum, c'est mis sur une carte et le voisin lui met des chaussures. Oui, mais non, ça ne marche pas, quoi, parce que ce serait ça. Donc et c'est une des raisons pour laquelle on a mis un peu autant de temps à bien concevoir le dispositif depuis les premières expérimentations qu'on faisait ici, parce que faut garantir cet aspect-là, de ne pas faire n'importe quoi, ni avec les données des gens, ni avec des géolocalisations.